Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de ce 13h au Bénin. Situation confuse sur la construction du collège d'enseignement général 4 d'Abomey-Calavi. Un projet vieux de plusieurs années. Par crainte de perdre ce projet, et surtout le domaine réservé à la construction de l'école, les populations ont elles-mêmes cotisé pour bâtir quelques classes. Mais malgré cet effort, l'ouverture du collège est bloquée par les longues et ennuyeuses procédures administratives entre la mairie d'Abomey-Calavi et la préfecture de l'Atlantique. Dans ce 13h au Bénin la vigilance des populations afin que le domaine réservé à l'école ne soit plongé dans la mafia foncière. Ensuite, l'éternelle équation des embouteillages sur le tronçon Calavi-Cotonou peine à trouver de solution. Les citoyens sont contraints à de longues files d'attente chaque matin, de même que les soirs. Une situation qui affecte le quotidien des usagers de cette route. Se rendre dans l'administration publique est ainsi devenu un parcours de combattants. Des rendez-vous d'affaires sont également impactés. Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, Amnesty International a publié ce lundi le rapport sur la situation des droits humains à l'échelle mondiale. C'est un document qui aborde 5 aspects relatifs à la question, notamment de la liberté d'expression contenue dans le point souligné pour le compte du Bénin. Il y a également les violences basées sur le genre et la question du conflit armé qui sévit dans le Nord. Vous suivrez tout à l'heure la réaction de Amnesty International Bénin. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous ouvrons ce 13h au Bénin avec vous, William Clécan. Bonjour et merci d'être avec nous. Les grandes décisions prises en Conseil des ministres viennent de tomber. Bonjour Eric et bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, le gouvernement s'est retrouvé aujourd'hui, mercredi 29 mars, en adoptant la stratégie nationale d'incitation à l'inclusion financière. Le gouvernement a aussi adopté la concession du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, puis le recrutement d'un gestionnaire délégué et d'une entreprise pour la réalisation des travaux confortatif. Au titre des mesures normatives, il y a l'adoption des décrets d'application de la loi fixant le régime des zones économiques spéciales et aussi la reconnaissance d'utilité publique des 3 organisations non gouvernementales exerçant au Bénin. Au ministère de la Justice et de la Législation, il y a eu des nominations, de grands changements à la tête et au sein des juridictions de droit commun et à la chancellerie, à la Cour spéciale des affaires foncières, une nouvelle cour d'ailleurs créée. Le président a désormais nom Jules Rogatien Glagladji, avec des nominations au sein des 2 chambres puisque cette cour est bicamérale à la première instance et à la chambre d'appel. Dans plusieurs autres cours d'appel et tribunaux du Bénin, il y a eu un remis-ménage. Au ministère du cadre de vie et du développement durable, Joseph Aranzo, ancien directeur général du port autonome de Cotonou, est désormais directeur général de l'agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomey, créée seulement au dernier conseil des ministres de mercredi dernier donc. Et l'ancien maire de Porto Novo, Emmanuel Zossou, est désormais directeur général de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo. Parfait, ce sera tout. Merci à vous, William Clécan. Dans la suite de ce 13h au Bénin, je voulais annoncer tout à l'heure la construction du collège d'enseignement général 4 d'Abomey-Calavi est un projet vieux de plusieurs années. Par crainte de perdre ce projet et surtout le domaine réservé à la construction de ce collège, les populations ont elles-mêmes cotisé pour bâtir quelques classes, mais malgré cet effort, l'ouverture du collège est bloquée dans les longues et ennuyeuses procédures administratives entre la mairie d'Abomey-Calavi et la préfecture de l'Atlantique. Ne comprenant pas cette situation de blocage, les populations restent vigilantes afin que le domaine réservé au collège ne soit plongé dans la mafia foncière. Reportage. Plus de 30 ans déjà que ce vaste domaine de 2 hectares est réservé suite aux travaux de lotissement à la construction du 4e collège d'enseignement général à Haïfa dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais depuis ce temps, rien. Et fatigués d'espérer la construction de l'école par la mairie, les populations du quartier ont dû mettre la main à la pâte pour faire ériger ce module de salle de classe grâce aux cotisations. Dans un élan de solidarité et de patriotisme, plus de 15 millions de francs CFA ont été mobilisés dans le but de soulager les parents d'élèves. La population souffre. Les enfants font au moins 2 km pour aller au CE 3. Autour de nous, il n'y a que des écoles privées. Aujourd'hui, l'argent, les parents n'ont plus l'argent. Les enfants sont à la maison, abandonnés à eux-mêmes. Parce que l'autre CE est trop loin. Des fois, il faut 200 francs pour aller, pour payer le ZEM pour aller. Donc les parents n'ont pas l'argent, ils sont en difficulté. Une fois ce défi relevé,
L'opérationnalisation du collège reste un autre casse-tête pour la population, notamment les parents d'élèves. Les démarches ont été menées auprès de la mairie d'Abomey-Calavi et la préfecture de l'Atlantique, mais rien n'a bougé pour l'instant et on commence à perdre patience. Le président Patrice Talon reste le recours ultime pour trouver une solution à cette situation qui a déjà trop duré. On s'est rapproché de la mairie, on a demandé l'appui de la mairie, l'autorisation pour que le ministère de l'Éducation puisse ouvrir le CEG. La mairie nous a envoyés vers la préfecture. On était parti à la préfecture a fait ce qu'il devait faire et il a dit qu'il a renvoyé à la mairie. Nous sommes revenus à la mairie, on nous tourne en rond. On ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas l'ouverture du CEG. Le bâtiment est érigé, l'immeuble est tout fait, mais sans l'accord des autorités compétentes, on ne peut meubler les salles en table-banc. Nous implorons l'implication personnelle du chef de l'État pour que les responsables de la mairie en charge du dossier s'assurent de son avancement jusqu'à terme. La construction du CEG 4 n'est-elle pas une priorité pour la mairie d'Abomey-Calavi? Tout porte à le croire. Les démarches menées auprès des autorités ont été vaines. À la mairie d'Abomey-Calavi, impossible de connaître le sort réservé à ce projet au niveau du secrétariat exécutif. La lenteur dans les échanges de courriers entre la mairie et la préfecture de l'Atlantique bloque le lancement des travaux dans cette école malgré d'énormes sacrifices consentis par les parents d'élèves pour faire ériger ce module de classe. Pour le moment, le domaine n'est pas encore morcelé, mais le risque est bien là. Il s'agit de la commune d'Abomey-Calavi et cette plaque est fixée ici comme pour avertir ceux qui seraient tentés de mettre en vente une portion de ce domaine public. L'éternelle équation des embouteillages sur le tronçon Calavi-Cotonou peine à trouver de solution. Les citoyens sont contraints à de longues files d'attente chaque matin, de même que les soirs, une situation qui affecte le quotidien des usagers de cette route. Se rendre dans l'administration publique est ainsi devenu un parcours de combattants. Des rendez-vous d'affaires sont également impactés. Regardez comment les populations qui souffrent de cette situation se plaignent dans ce reportage signé Clément Tchadi, Henri Ganti. De longues files d'attente ici au Carrefour Itar à Abomey-Calavi en ce début de journée. La conséquence des embouteillages observés chaque jour par les usagers du tronçon Calavi-Cotonou. Un quotidien périlleux qui indispose les citoyens de la cité d'Ottoir, mais aussi de Cotonou, la métropole. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous faites. Et c'est un véritable problème, l'embouteillage. Tous les matins, si vous ne quittez pas la maison avant 6 heures, c'est que vous avez des problèmes pour se rendre au boulot. Et les soirs, au retour, c'est la même chose. Donc c'est un calvaire et il faut qu'on pense surtout à la population de Calavi. Parce qu'au début, ce n'était pas là, ce n'était pas comme ça. On a comme impression que, bon, au jour le jour, avec la démographie, Calavi a besoin d'autres voies de sortie et d'entrée. On quitte pourtant, on vit ici même déjà en retard même. Est-ce qu'on peut encore ériger de nouvelles voies par ici? On ne peut plus. Oh, vous savez, de notre côté ici, quand tu ne te réveilles pas tôt, c'est que tu es très en retard. Nous remarquons que la population s'accroît de jour en jour au niveau de la zone de Calavi et la voie qui est là ne nous suffit plus. Vous voyez un peu à l'heure là, déjà c'est encore très bouchonné et on se demande si tu ne te réveilles pas très tôt, c'est que tu es en retard pour tes programmes. Face à l'impossible, ce conducteur se livre à un exercice qui consiste à suivre les informations du trafic sur une station radio privée de la au niveau du pont, une et approche après de le pont solution en direction de Biosso, ça circule bien. 61, au jour 28, 28, selon les témoins. Vous savez, l'embouteillage de Calavi est exceptionnel. Hein? Ça vous met en retard en tout, que ce soit au boulot, vous avez une réunion tôt le matin avec vos dirigeants. Si vous traînez une seconde, vous savez, chez nous, c'est tellement délicat où que
Une seconde de retard et une seconde de retard au boulot, systématiquement. Une voie, une entrée, une sortie principale, surtout au niveau de ce carrefour Ita. Le point de Redonou, c'est totalement ce qui nous tue. Si on peut nous trouver un autre accès vers la ville, à part le pont de Redonou, je pense qu'on pourra être sauvé, surtout pour nous qui quittons du côté du campus ici. C'est un stress permanent et quelle que soit votre anticipation, et quel que soit le planning que vous faites, ça vous perturbe toujours sur le travail, les rendez-vous et les affaires. Le pont de Dionou, 6 à Redonou, est ainsi pointé du doigt par l'ensemble des usagers du tronçon Calavi-Cotonou, qui est aussi une route inter-État. Ces embouteillages répétés ne sont pas sans inconvénients sur le quotidien des usagers touchés. Mais de trouver les infrastructures adéquates, en tout cas des efforts sont en train d'être faits, mais il faudra continuer quand même pour alléger la circulation. Ça impacte l'économie, ça c'est normal, ça impacte l'économie. Donc si on peut continuer de faire des efforts, ça va soulager la population et ça va aussi faire un grand bien pour le peuple béninois. Continue de rêver. On continue de rêver. Vous avez un rendez-vous d'affaires ou bien avec un partenaire. Si vous ne prenez pas des dispositions, c'est que vous ratez. Et puis économiquement, ça joue. Malgré la volonté des pouvoirs publics, notamment du gouvernement, de trouver une solution durable, le problème reste pour le moment intact, même avec de nouvelles infrastructures routières réalisées dans les deux villes sœurs. En attendant la mise en œuvre des promesses des autorités, les populations continuent d'y souffrir le martyre. Un autre reportage à suivre dans ce 13h européen. Les smartphones sont dans le quotidien des gens en société depuis quelques années. Avec le avènement, il n'est plus facile de prendre des vues sans avoir besoin de solliciter un photographe. C'est un métier qui se voit bousculer. Les résolutions d'images des caméras, des téléphones se perfectionnent de plus en plus. Il n'est pas rare de voir des personnes opter pour une marque ou une autre en raison de la beauté des photos qu'elle offre. La rédaction de Canal 3 Bénin est allée au contact des photographes professionnels pour découvrir l'adaptation de leur métier à cette réalité. Voici le reportage. La photographie s'adapte à l'évolution technologique. Des moyens nouveaux se créent au quotidien pour offrir les meilleures images aux personnes désireuses d'immortaliser des séquences de leur vie. Plutôt que de mettre un tissu, nous avons cet équipement qui permet d'avoir un fond blanc lorsque nous prenons la photo des clients. Donc il s'installe, il y a un dispositif ici qui permet de déclencher l'allumage de ce fond et nous prenons la photo. Avant, on appelait ça des parapluies, on appelle ça des godox. C'est des boîtes à lumière qui permettent d'éclairer le sujet quand on veut prendre la photo, de manière à éviter les ombres et à bien voir aussi le client qui se fait photographier. Elle est très forte. Nous l'utilisons parfois en studio, mais beaucoup plus souvent en reportage. Quand on va dans les reportages et qu'il fait nuit, ça nous permet d'éclairer et de pouvoir prendre, parce que la lumière est très importante dans la photographie. Ici, c'est le Beauty Box. C'est aussi une boîte à lumière, c'est des décors. Nous avons des décors, nous en avons plusieurs sortes. On a un système qui permet de descendre, soit c'est en papier, soit c'est en tissu. Donc nous avons des systèmes qui permettent de descendre le fond que nous voulons pour faire la composition de la photo. On peut juste prendre des photos sur fond blanc et en machine, à la salle technique, on a Photoshop. On détourne la personne et on le met dans un autre décor. On est passé de la photo analogique aux images numériques, ce qui explique les grands changements dans la photographie d'aujourd'hui. Ce n'est plus l'ère de l'argentique. Argentique parce que c'est doté de pellicules. On met les pellicules ici, la boîte est là. On met les pellicules là, on ferme, on déclenche. Ça c'est le boîtier. L'objectif, c'est ça. Et puis, la troisième chose, c'est la lumière. C'est la lumière. Et pour le numérique aussi, c'est le boîtier, l'objectif et la lumière. Mais maintenant, pour une image numérique, de format numérique,
ça devient un tableau. C'est constitué de pixels. Or, pour qu'une photo soit bien rendue, plus il y a de pixels, plus c'est rendu. On peut développer comme on veut. Dans l'argentique, on avait toujours les boîtes à lumière, mais ce n'était pas aussi perfectionné. Donc, avant, on ne prenait pas des fonds spécifiques. Quand on trouvait un beau tissu, ou bien du tissu tout simplement blanc ou noir, et on faisait des photos. Généralement, c'était noir ou blanc. Peu de labos ont encore les développeuses. Il n'y en a plus. Tu vas n'importe où, ils sont dépassés. Aujourd'hui, même tu ne peux même pas acheter une pellicule, c'est trop cher. Tu ne vas même pas en trouver. La pellicule qu'on achetait à 1000 francs, 900, 800, aujourd'hui, si tu trouves une pellicule à acheter, c'est 6 000, 10 000, on doit te dire, parce qu'il n'y en a pas. Malgré l'avènement des smartphones, la photographie professionnelle ne peut disparaître. Et ça ne peut jamais en aucun cas détrôner les appareils photo. Pourquoi je dis ça? Regardez, quand vous prenez les images avec les appareils, les smartphones, vous ne pouvez pas les agrandir comme vous voulez. Vous êtes limité déjà en agrandissement. Vous ne pouvez pas avoir les petits réglages de lumière. Vous aurez toujours des petits points, c'est pas très net. Il y a toujours un problème de résolution. Tandis que quand vous prenez un appareil photo, la lumière est là. Vous avez l'objectif qui vous permet de rapprocher, prendre de très loin, zoomer. Vous pouvez agrandir l'image aussi grand que vous voulez. Si vous regardez dans le studio, toutes les photos qui ont été agrandies ont pu être agrandies. Vous ne pourrez jamais faire ça avec un smartphone. Les livres photos prennent maintenant la place des albums. Les moyens techniques sont de plus en plus performants au fil du temps. Je vous l'annonçais en titre, Amnesty International a publié ce lundi son rapport sur la situation des droits humains à l'échelle mondiale. C'est un rapport qui prend en compte près de 170 pays du monde. L'organisation internationale révèle une instabilité dans les relations internationales qui impacte sur la situation des droits humains. Nous allons suivre ici les explications du coordonnateur médias et surveillance des droits humains à Amnesty International Bénin. De notre travail. Donc ce rapport aujourd'hui rend compte de deux poids, deux mesures que nous avons constatées dans les relations internationales quand il s'agit de dénoncer les violations des droits humains. On a vu comment il y a une grande mobilisation à l'échelle internationale pour condamner l'agression, l'invasion russe de l'Ukraine. Mais en même temps, on voit le décalage qu'il y a quand il faut réagir sur des situations de crise, par exemple en Afrique et en Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso. Par exemple, nous avons dénoncé ce fait-là que nous avons observé et appelé les autorités internationales à protéger les droits humains sur le même pied d'égalité. Malheureusement, on n'a pas de police pour mettre en œuvre nos recommandations et on ne sanctionne pas les États. Nous, on rend compte juste de la situation des droits humains dans les États et on appelle les gouvernants à améliorer cette situation-là. Vous voyez, en matière de droits humains, les États ont trois obligations majeures. L'obligation de mettre en œuvre, l'obligation de respecter, qui veut dire que l'État doit s'abstenir d'entraver la jouissance d'un droit, et l'obligation de protéger. Et donc cette obligation de protéger, nous, on appelle les autorités à renforcer leurs obligations en la matière. Donc après ce lancement de rapport, nous allons continuer le plaidoyer, nous allons continuer à mettre la pression sur les autorités béninoises pour l'amélioration de la situation des droits humains au Bénin. Et donc nous irons les rencontrer, nous allons passer également peut-être au niveau international, puisque l'Amnesty International a un statut d'observateur au sein des Nations Unies. Donc on utilisera les voies et moyens pacifiques que nous disposons pour amener les autorités à nous écouter et à améliorer la situation des droits humains pour le bonheur des Béninois et des Béninoises. Et puis en ce qui concerne le Bénin, c'est un document qui aborde 5 aspects relatifs à la question, notamment de la liberté d'expression contenue dans le point souligné pour le compte du Bénin. Il y a également les violences basées sur le genre et la question du conflit armé qui sévit dans le Nord. Je vous invite à suivre à nouveau un extrait du coordonnateur média et surveillant des droits humains à Amnesty International Bénin. Sur cette année-là, nous avons pu observer la situation de la liberté d'expression qui est en net recul, notamment avec le code du numérique qui est toujours en vigueur.
qu'il vous souvienne qu'en 2020, nous avons déjà fait un travail sur la situation d'au moins 17 personnes qui ont été poursuivies pénalement pour violation de ce code du numérique. Là, parmi ces 17 personnes, il y avait des journalistes, des opposants politiques, des blogueurs, des activistes. Et donc ce code est toujours en vigueur aujourd'hui et continue à être utilisé contre les journalistes. Et le dernier procès en date, c'est le procès du journaliste Vigile avancé de Cristal News, et nous avons pu évoquer également son cas dans ce rapport-là, à la suite d'une publication dans son organe de presse. Il fait l'objet d'une poursuite pénale devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc la question de la liberté d'expression est revenue, et nous en appelons encore aux autorités béninoises de réviser le code sur le numérique qui, on le rappelle ici aujourd'hui, n'est pas en lui-même un mauvais instrument. C'est un bon instrument de développement, on va dire, mais juste que certaines de ces dispositions restreignent la liberté d'expression et on va dire le droit des médias, alors même que le Bénin était déjà un bon élève en matière d'abolition des délits de presse. En dehors de cette situation de la liberté d'expression, nous avons également remarqué aussi, nous avons essayé de rendre compte de nos observations en matière de lutte contre les groupes armés dans le Nord. On avait dit qu'en aucun cas, la lutte contre les groupes armés ne doit favoriser la violation des droits humains. Donc il faut mettre les droits humains au cœur de la lutte contre les groupes armés et également ne pas stigmatiser une population de personnes données, notamment ici les Peuls. Donc cette situation a été évoqué à nouveau dans le rapport que nous rendons public aujourd'hui. Et en dehors de ça, il y a la question du droit de grève et la question des minorités sexuelles. Également, sur l'année 2022, on a pu constater aussi des situations de ces personnes-là, les membres de la communauté LGBTI, qui ont été on va dire, en être recul leurs droits humains. Un dernier reportage avant de prendre congé de vous, vêtu ce mardi 28 mars de la première édition des Journées nationales de développement. Il s'agit de 3 jours de réflexion sur les enjeux démographiques en lien avec la croissance économique. Y prennent part plusieurs ministres du gouvernement, les préfets des départements, les parlementaires, les maires, les cadres et experts de l'administration publique et privée, sans oublier les partenaires techniques et financiers. Les travaux sont officiellement lancés à Cotonou par le ministre d'État chargé du développement. Les détails dans ce reportage. Équilibrer la croissance démographique avec celle économique à travers des politiques de développement bien planifiées, c'est l'enjeu principal des Journées nationales du développement, dont la première édition s'ouvre à Cotonou pour offrir de meilleures perspectives de vie aux populations du Bénin. C'est un rendez-vous d'échange sur les problématiques essentielles pour mieux capter les dividendes démographiques. La pyramide des âges de notre pays présente une base large, avec près de 45% d'enfants de moins de 15 ans, ce qui est en effet un reflet de la jeunesse et de la vitalité de notre population. Cette jeunesse, comme je l'ai indiqué tantôt, constitue un atout en termes de main-d'œuvre, de consommation, de facteurs de production, mais elle peut également se révéler un frein au développement si les conditions de valorisation de son potentiel ne sont pas créées et entretenues. Au regard de la situation démographique actuelle du Bénin et de son impact sur la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030, la mise en œuvre de politiques de résilience démographique s'impose d'elle-même. C'est pourquoi le thème de cette journée, les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités, constitue une bonne opportunité pour discuter et analyser les stratégies susceptibles d'orienter les politiques publiques vers l'anticipation, la planification du changement démographique et l'investissement en faveur des générations actuelles et futures, notamment dans l'éducation, la santé, l'égalité des sexes et l'accès à un travail décent. Estimée à 12 millions d'habitants en 2022, la population du Bénin a triplé en 30 ans. Et c'est à juste titre que ces journées nationales de développement viennent redéfinir de meilleures stratégies pour les générations présentes et futures. Répondre convenablement à la demande sociale face à une démographie galopante, c'est renforcer les ressources dans les domaines ciblés. Pour les cantines scolaires, je l'ai dit tout à l'heure, pour les logements sociaux, pour la prise en charge des coûts liés à la gratuité des frais de scolarité, la construction des écoles, le recrutement des enseignants, du personnel de santé, des forces de sécurité et de défense.
pour la prise en charge des dépenses imprévues de santé comme pour la Covid il y a quelques mois encore. Au-delà de la demande sociale qui s'accroît de façon fulgurante en réponse à la forte croissance démographique, cette dernière exige aussi des investissements encore plus importants en construction de routes, de marchés, de châteaux d'eau, d'adduction d'eau potable, de voiries, de renforcement des capacités de génération d'électricité et d'électrification, d'assainissement, d'investissement dans l'agriculture pour que chacun puisse manger à sa faim. 3 jours durant, les experts, cadres et scientifiques conviés pour la circonstance vont ensemble croiser les idées et approches de solutions pour de meilleures stratégies de développement. Les travaux démarrent par une conférence inaugurale axée sur les enjeux et les défis de la transition face aux dividendes démographiques pour le Bénin. Madame, c'est la fin de ce Trésor Bénin. Merci d'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.